Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes dans cette séance qui présente les différentes informations pratiques pour bien préparer votre départ aux États-Unis. Donc, on va se présenter très rapidement chacun, et puis ensuite on laissera la parole à Suzanne qui travaille pour le consulat américain, qui va parler directement des visas. Donc moi, je suis Céline Ouziel, je travaille pour la commission Fulbright franco-américaine où j'ai deux casquettes. Je suis à la fois gestionnaire du programme Fulbright assistant de français. Alors bon, ça c'est un programme pour lequel vous pouvez peut-être postuler, mais pas cette année, plutôt dans plusieurs années, on va dire. Et puis surtout, je suis responsable du Centre Éducation USA, qui est un centre d'information générale sur les études supérieures aux États-Unis, les universités. Et notamment toutes les démarches à la fois d'admission, mais aussi les infos pratiques pour bien comprendre le système universitaire américain. Je laisse peut-être la parole à Rosalinde, par exemple, qui va se présenter. Bonjour, donc Rose Boniface, donc je suis la directrice de la coopération Aix-Marseille Université et coordinateur ICEP pour Aix-Marseille. Bonjour. Cédric. Bonjour, donc Cédric Guerne, je suis coordinateur ISEP pour l'Université de Caen-Normandie et également président de l'association ISEP France qui a sollicité aujourd'hui Céline et la commission pour organiser ce petit webinaire à destination donc, des étudiants en partance vers les États-Unis, ISEP, mais aussi ouvert aux non-ISEP qui partent sur ces mêmes destinations. Donc bienvenue à tous et merci d'être là. Pierre. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Pierre Forfer, je travaille avec Céline Ouziel à la commission franco-américaine et pour le réseau Éducation USA également. Mais je suis surtout ici parce que pendant mon master en 2018, moi, je suis parti étudier une année aux États-Unis, à Vassar College, dans l'État de New York, et en tant qu'assistant de français. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la vie de campus ou autre, j'y répondrai avec plaisir. Alors moi aussi, j'ai étudié aux États-Unis, mais c'était il y a 22 ans, donc c'est plus trop frais dans ma tête. Donc c'est pour ça que j'ai préféré que Pierre soit là, parce qu'il aura quand même des informations un petit peu plus mises à jour. Donc Suzanne, I'll let you introduce yourself and maybe you can start with your presentation right afterwards. Okay. Bonjour, je m'appelle Suzanne, comme Céline a dit. Je travaille à l'ambassade au bureau consulaire. Okay. Donc, on va commencer la séance par une présentation sur les visas. Donc, Suzanne va parler en anglais pour présenter les procédures de visa, mais les slides elles-mêmes sont en français. Et après, on va faire un petit point sur les assurances santé et on répondra à toutes vos questions sur, voilà, pour votre séjour aux États-Unis, comment ça va se passer, le système universitaire, les infos pratiques, etc. So, Suzanne, I'll let you share your screen and start your presentation. Thank you very much. It's nice to be here. And like Céline said, I will do my talk in French. I'm sorry, in English. My slides are in French, but I'm doing my talk in English because I know that many of you are going to go to programs where you need to speak in English. And so I thought this would be great practice, right? Okay. Here we go. Yes. Oh, and my computer is very slow tonight. There we go. Okay. I know many of you have many questions about getting your visas, and especially now when things are a little bit different, but I just want you all to stay calm, and it's not that difficult. Follow the rules, and it should be fine. You should be on your way to studying in the United States, and we're very excited that you get to study in the United States. It's a wonderful experience, as anyone who's done it can tell you. So most important of all, especially now, is to apply as early as you can.
When you get, and I'll explain what this is, when you get your form, your DS 2019 or your I-20 from your school, you should apply, get online and apply as soon as you can. Because of COVID, we have fewer people in the embassy waiting room at a time. So that means we have fewer people who are getting appointments. You may find that you have to schedule your interview several weeks in advance, and you don't want to miss your opportunity for studying in the United States because you were late in getting your visa. So for this presentation, I'm just going to talk about two different types of visa. For the F1, which is pretty much the most popular type of student visa. Most international students have F1 status, and I'll talk to you about why they're somewhat different. And the J1 visa, which is more for students who do a specific educational exchange program called Fulbright. To be eligible for a J1, you have to receive most of your financial support from sources other than personal funds. Now, some of you may know the J1 also as the visa that you get if you want to be an au pair or an intern. However, right now, because of COVID restrictions, au pairs and interns are not traveling to the United States. So we're really just focusing on J1 for students. Okay, so there are differences in your experience as an F1 or a J1 visa. For J1s, if you want to work on or off campus, you'll need a work permit from your program. You can get academic training for up to 18 months after your visa, but there are rules. And your spouse may be able to work, but again, there are rules that we can go into in more detail, or I can refer you to where to get that information. For the F visa, that you have to show financial support because you're not going to get it pretty much from a program like Fulbright or something like that. You can work off campus, but off campus work requires a permit, and employment cannot be more than 20 hours. And your spouse cannot work. You can also extend your visa through the OPT program, which I know many of you also know about, for 12 months for everyone and for 24 months if you're studying technology and STEM programs. Okay, so let me talk about the J1 program. And again, these are the programs that for if you're getting your finance through a source other than personal funds or family, such as the US government or your home country government or an international organization. Now, again, as I said before, some people know this is the intern visa or the au pair visa, and even high school students use this visa when they're going on exchange programs. But primarily for the university level, it's for research and for government sponsored programs. So what you need to prepare is you need your form DS 2019, which I'll talk about in a minute. This is issued by your school. When you are approved for your school, they will send you your DS 2019. And it must be valid for the duration of the program. And you can arrive 30 days before your program and leave 30 days after your program. So what is this DS 2019? This is what it looks like. As I said, this is a very important form. You bring it with you to your interview at the embassy for your visa, and you hand carry it on the plane with you because you're going to need to show it. It's issued by your school, and we suggest you talk to your school as early as possible to get this form, okay? This certifies that you are admitted to a program. It says that you're eligible to apply for a visa. Once you get your DS 2019, it does not mean that you have your visa and you can go buy your plane ticket. Don't do that yet, okay? It's not enough. You're going to have to apply for your visa, and you're going to have your interview at the embassy, okay? And once your visa is approved, the officer at the window will sign your DS 2019. Okay, so that's
for that form. Now for F1 visas, as I said before, these are general visas for general international students who are attending an academic program and sometimes an English language program at a US college or university. It's not for a government grant, okay? And for this visa, you're going to need an I-20, which is similar to the DS 2019, sort of the same process, but that's the form that you need. You can come 30 days before your program and leave 60 days after. Now, again, as I said, you can talk to your school about what we call OPT, which is training after your visa, but after your regular academic program, okay? And that's, as I said before, 1 year for regular programs, 2 years for STEM. So this is your your I-20 form. It's issued by the school. And again, we are telling you to get your I-20 as early as possible. And again, it's your admission to the program, and it says you're eligible to apply for a visa. Okay. Now, one thing, once you get your I-20, you'll have to pay online. You have to pay your fee. And I think I neglected to tell you, you had to get your fee for the DS 2019 as well. For the I-20, it's $350, okay? And again, getting your I-20 does not mean that you have a visa and you can go buy your ticket. It's really just saying you're accepted by the school, and it's the form you need to show to the officer when you have your interview that you are an accepted student, okay? So let's talk about getting your papers together and what you'll need to have your visa interview and get your visa, okay? Most students get their visas, so don't be too nervous about this whole process, okay? So once you have your I-20 or your DS 2019, paid the SEVIS fee, you go on our website, which is frembassy.gov/visas, and you go through the process of applying for your visa and making an appointment. Now, have patience. This process takes some time, okay? Don't rush through it. Answer the questions accurately and honestly. This could impact whether or not you get your visa, is how you answer the questions. You have to be honest and you have to be accurate. Now, the application fee for your visa is $160. This is not refundable if you don't pass the visa interview, okay? Now, schedule your interview when you're done filling out your form. Choose whatever day, this is my advice to you for right now during this COVID period that we're living through. Choose whatever day is possible, okay? Then go back into the system and ask for an expedited appointment, because you're going to be shocked. You're going to see the visa appointments are way, way out there in September, October. Go back and then ask for an expedited appointment. That's very important for everyone who wants to get to school in the fall, okay? So what do you need? You need your passport or another form of ID. If you do not have a French or an EU passport, you're going to need your carte séjour as well. As I said, you need your GS 160, which is the form that you get that says that you've applied for your visa, okay? And you need a photo. And if you really need to, there is a photo booth at the embassy where you can get your photo taken. I think it costs about, I want to say €2 or something. It's not that expensive. Yeah, and your DS 2019 or your I-20, okay? And here's where you go. You go to the US Embassy, and this is our address, but you don't go to the main entrance. There are signs where you go, and there's a policeman that can tell you where to line up for your visa. Now, one thing, because we're not, as I said before, we're not allowing a lot of people in the waiting room, you may have to wait longer outside than you thought you did. So just be prepared for that. Like back in the old days, we had people, many people in many queues up and down
waiting for their visa. We don't do that anymore, okay? We only let in a very small amount of people because of COVID. So you may have to wait outside for a while, okay? So be on time. Don't bring your laptop with you because you will not be allowed to bring it in. As for your smartphone, you can leave it with the guard, but be careful about bringing electronics. Don't bring your briefcase, don't bring drinks, don't bring anything like that. It's really just the papers that I told you about, and that's it, and your passport, okay? And don't be nervous. You'll be fingerprinted. You'll probably be fingerprinted twice. Once when you do the intake with our local staff, and then once when you meet with the counselor officer. Okay, now hear about your interview. It's really, really very simple. And some people are like, that's it? You know, I prepared so much. Don't worry. If it's short, it's fine. We want to know who you are. We want to know what you want to do. We want to know how you will use this particular education, ties to your country, so that, you know, we want to know that you are a legitimate student and you plan to go back to your home country when you're done doing your academic program. And if you're an F visa applicant, we may want to know how you're going to pay. Okay. Now that doesn't mean that necessarily you have to bring bank forms and everything just to show, you know, look, you know, my family has this much in the bank. Just tell us, how do you plan to pay? Okay. Why are we doing this? We want to make sure that you're a credible student who's really going to study and is going to get the most out of this particular experience. We want to make sure you're credible, legitimate. Don't say that you want to study English in California, but you really like to surf. You know, be honest about and be credible about why you want to study. And sometimes the consular officer will ask you to speak in English just to make sure that your English is good and that you'll be able to follow a program. If you don't understand, ask for clarification. It's you know, we're not there to make you nervous. We're there just to make sure that you're credible. And we will tell you right away if your visa is approved. But don't buy your ticket just yet, because you still need, we're going to take your passport and we're going to put the visa inside. Buy your ticket when you get your visa in the mail and you're ready to go. That's when we advise you to buy your ticket. Now, some people do have their visas delayed a little, and it depends on how long, because of some administrative processing, and that could happen. So again, I tell you, wait until you get your visa before you buy your ticket. And then you're on your way to the United States. A couple of things, when you leave for the United States, you will need a COVID test. And then I would check this requirements in each state on quarantining, because they are different. So you're going to have to plan ahead. So if you have to quarantine for, say, 10 days, make sure you plan in that amount of time so that you don't miss your classes. Just be aware of all that. And that's it. And good luck. And I'm sure you'll all be great students and have a wonderful time. Thank you very much, Suzanne. So, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez poser vos questions en français, hein, si vous voulez. Il y avait une question par rapport à academic training pour le visa J1. Cédric ou Rose, est-ce que vous avez la réponse? Oui, en fait, le academic training, c'est plus ou moins un stage effectué dans la continuité d'un séjour d'études. Donc, ça ne peut pas être fait tout seul, sinon il faut demander un visa de stage, et là, c'est une autre démarche. Mais par contre, des programmes comme le programme ISEP, par exemple, pour les étudiants qui font une année d'études aux États-Unis
peuvent se voir proposer en fait un stage dans l'université ou dans une entreprise à côté. Et en fait, le stage passe en academic training. Et dans ce cas-là, c'est ISEP qui reste sponsor du visa et qui vous proposera de faire une extension de votre visa pour le academic training avec je crois que c'est un coût forfaitaire aux alentours d'une centaine de dollars. Mais voilà, donc ça doit être fait, ça doit être vu avec l'université déjà qui vous accueille et le programme ISEP. Donc déjà, dans un premier temps, il faut plutôt se focaliser sur le visa lui-même pour aller aux États-Unis, l'arrivée là-bas, les premiers semestres, et puis après de voir avec eux quelles sont les options pour faire du academic training. Mais nous avons, oui, beaucoup d'étudiants qui, par le passé, ont pu prendre cette option de faire un stage aux États-Unis dans la continuité en fait de leur mobilité d'échange. Alors, il y a une question, combien de temps avant le début du cours faut-il avoir l'autorisation du visa? Alors, de toute façon, si vous avez un visa F1 ou même J1, vous avez le droit d'arriver jusqu'à 30 jours avant le début de vos cours et théoriquement, la date est indiquée sur votre DS 2019 ou sous votre I-20. Mais comme il peut y avoir une période de quarantaine, donc, comme l'a dit Suzanne, il faut vous arranger pour arriver au moins 10 à 15 jours avant le début du cours. On peut délivrer... Céline, oui? il y a aussi orientation qui est Oui. souvent obligatoire. Donc, il faut vraiment arriver, quand il y a une date, ils disent orientation, c'est le vendredi 13, mais il faut y être parce que vous pouvez être annulé si vous n'êtes pas présent le jour J. Donc, il faut vraiment prévoir l'avance. Et en fait, Suzanne, si je me trompe pas, on peut obtenir un visa maximum 120 jours avant de partir, c'est ça? C'est toujours le cas? You can get a visa like 120 days before your departure, but not more than that, right? Don't believe so. Donc en fait, vous pouvez très bien faire une demande de visa 3 mois avant de partir et obtenir votre visa bien avant. Mais donc du coup, après, vous avez tout le temps pour prendre votre billet d'avion et pour du coup arriver sur le territoire américain, mais pas dépasser les 30 jours avant la date indiquée sur votre I-20 ou le DS 2019. Je vais ajouter quelque chose d'ailleurs qui répond à une des questions que je vois tout de suite dans le Q&A. La dernière postée concernant le type de visa entre le J1 et le F1. En fait, ce n'est pas vous, étudiants, qui faites ce choix. En fait, c'est votre établissement d'accueil qui décide. Donc, pour la majorité des cas, ce sera un visa J1. Donc, vous recevrez un DS 2019, mais sans avoir à demander quoi que ce soit. Par contre, il se peut que dans certains cas, certains établissements fassent des choix de visa F1. C'est le cas pour certains community colleges. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont amenés à partir sur ce type d'établissement, mais ça peut arriver. Par contre, dans la grande majorité, vous recevrez via vos établissements, donc français, un DS 2019. Et à partir du moment où vous avez ce numéro qui est le numéro de sévice en fait, qui est dessus, vous pourrez prendre le rendez-vous pour l'ambassade. Et le deuxième point que je voulais rappeler également, parce que c'est tout à fait dans la continuité de ce qu'on vient de dire, notamment en termes de délai. Si vous voyez qu'il y a un souci avec votre visa, que ça prend un petit peu plus longtemps que prévu par rapport à vos dates de départ et d'arrivée aux États-Unis, ne faites surtout pas l'erreur de partir aux États-Unis en touriste. Alors ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Et je parle en connaissance de cause que j'ai un étudiant il y a 3 ans qui a fait cette erreur et qui est, comme son visa prenait du temps, il est parti aux États-Unis un peu plus tôt, parce qu'en plus, il voulait se balader un petit peu, donc il est rentré avec un tampon, avec un ESTA en fait, de touriste. Et par contre, une fois sur place, il a fallu qu'il s'en aille et qu'il a été invité à quitter le pays, à ne plus revenir. En fait, surtout, c'était ça qui était important, c'est qu'ils ont considéré que c'était une fraude à l'immigration. Parce qu'il avait d'une part une demande de visa J1 qui avait été remplie et qui avait été d'ailleurs acceptée après, et il était par contre rentré un peu plus tôt avec un visa touriste.
Donc, en fait, c'est absolument pas compatible. Et s'il y a bien une chose à pas oublier, c'est que les Américains ne rigolent pas avec les réglementations de l'immigration. Voilà, donc, ne faut pas jouer avec ça. Il faut suivre les procédures comme on a indiqué, faire sa demande de visa. Si ça prend un peu plus de temps, ben voilà, il faut être patient. Il faut peut-être appeler votre université, voir quel type de délai vous pouvez obtenir pour une arrivée un peu tardive, hein. Je pense qu'en ce moment, avec les périodes de Covid, tout le monde est un petit peu plus flexible que d'habitude à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec vos universités d'accueil à ce sujet. Voilà. Il y a une question d'Anaïs qui dit qu'elle n'a pas tout à fait compris. Donc, le visa, on l'aura sur le passeport le jour du rendez-vous. Non, pas le jour du rendez-vous. En fait, il faudra amener votre passeport. Le consulat va garder votre passeport et va imprimer le visa dans le passeport. Mais ça va prendre plusieurs jours. Donc, le consulat va garder votre passeport pendant le temps où il valide et imprime votre visa. Donc, il ne faut pas prévoir de voyager dans un pays où vous avez besoin de votre passeport tout de suite après votre demande de visa. Alors donc il y a une question. Mon ami a pris un rendez-vous à l'ambassade pour avril, mais ça a été repoussé en septembre parce que les étudiants ne sont pas prioritaires. I don't think it's true. No. I think students are a priority. Ouais. Au contraire. Mais comme l'a dit Suzanne tout à l'heure, en fait, il faut demander en fait un rendez-vous en express. Et en fait, ça passe à chaque fois. Mais effectivement, on a eu des étudiants qui ont fait une demande de rendez-vous, des rendez-vous qui ont été déplacés. Mais il ne faut pas hésiter en fait à retourner sur votre espace, comme le mentionnait Suzanne, et à demander un rendez-vous prioritaire sur la base de votre date d'arrivée et de début de programme aux États-Unis. Et pour l'instant, les étudiants, on a des étudiants qui en ce moment sont aux États-Unis, qui sont partis au mois de janvier et qui, malgré les circonstances et malgré des fois des délais pour avoir un visa indiqué au départ de 3-4 mois, ont eu un rendez-vous dans la semaine ou dans les 2 semaines. Alors, il y a une question par rapport au DS 160, the price. It's for student visa, it's $160 or euros? It's dollars? Dollars. Donc, en fait, pour toute demande de visa, quel que soit, je pense, la majorité des demandeurs de visa doivent payer des application fees, visa application fee. Alors, ça, le coût peut dépendre du type de visa, mais pour les visas F et J, c'est $160. Après, il y a d'autres coûts à prendre en compte, puisque vous avez aussi les frais, ce qu'on appelle SEVIS, Student and Exchange Visitor Information System. Donc ça, c'est des coûts qui sont gérés par le Department of Homeland Security, I think, if I'm not wrong. Donc ça, c'est pas le département d'État. Et donc pour les F1, c'est $350. Et pour les J1, je crois que c'est 220. 220. 220, oui. Donc $220 pour ceux qui font une demande de visa J1. Et donc ça va en plus des $160 de frais de demande de visa. Il y a d'autres preuves. Ouais. Regarde s'il y a des... Je vois pour la dernière question qui est intéressante pour les gens qui sont en Outre-mer. De toute façon, ils peuvent se rendre dans d'autres consulats pour les Outre-mer. Je sais que par exemple, pour les étudiants de la Réunion, c'est à l'île Maurice. Donc en fait, il n'y a pas de nécessité à venir à Paris. En fait, l'ambassade à Paris, c'est pour les gens qui sont en métropole, bien évidemment. Si vous êtes dans un autre pays ou dans une autre zone géographique, il faut prendre un rendez-vous en fait dans le consulat américain le plus proche. Voilà. Et donc, je suppose que peut-être que les questions viennent pour les étudiants de la Réunion. Et donc, vous pouvez vous renseigner auprès du service des RI chez vous. Mais le consulat se trouve normalement à l'île Maurice. Et il me semble de mémoire d'ailleurs que le voyage est pris en charge par l'université. Puisque ce sont des dépenses inhabituellement élevées juste pour aller demander le visa à l'île Maurice. Donc, je mets de côté toutes les questions concernant la vaccination, la quarantaine, on va en parler après. Là, je prends en priorité les questions sur le visa. Donc, il y a une personne qui dit si on a ESTA encore valable et que l'on fait une demande de visa G1, ça ne pose pas de problème. Je vois pas pourquoi. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ESTA et visa, ça n'a rien à voir.
ESTA, c'est vraiment pour tourisme uniquement. Voilà. Et en fait, ESTA, c'est une exemption de visa. Mhm. C'est la C'est possibilité ça. d'aller aux États-Unis pour moins de 90 jours, quand on a un passeport européen, pour faire du tourisme uniquement, pas pour étudier. Et donc Cédric tout à l'heure disait absolument ne faites pas la bêtise d'utiliser votre passeport avec ESTA pour arriver avant les 30 jours qui est indiqué dans votre DS 2019. Parce que là, vous risquez d'être soit l'officier consulaire vous accepte sur le territoire, mais vous avez le droit seulement de rester 90 jours et il faudra quitter le territoire au bout de 90 jours et vous n'aurez pas le droit d'étudier. Soit il voit un conflit avec un visa J1 qui a déjà été accepté et donc là, comme a dit Cédric, vous allez être expulsé du territoire et vous ne pourrez plus y revenir. Donc pour quelques jours, c'est un petit peu dommage. C'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Ok, donc je crois qu'on a répondu à toutes les questions de visa. Est-ce qu'il y a d'autres Je pense que c'est bien de revenir sur bien insister ce qu'a dit Suzanne et ce que tu dis d'habitude Céline sur les modalités d'entrée à l'ambassade le jour du rendez-vous où on ne peut effectivement rien amener, mais rien c'est rien. Donc éventuellement peut-être venir avec quelqu'un qui peut rester à l'extérieur et aller se promener avec vos affaires ou sinon vraiment venir les mains dans les poches avec le passeport et votre téléphone. Alors on a entendu des scénarios catastrophes. Voilà, une personne par exemple qui n'avait trouvé personne pour garder sa valise parce qu'on ne rentre pas avec une valise en l'ambassade, qui a laissé sa valise dans le parc qui est en face du consulat. Et en fait, du coup, ça a déclenché, c'était bien avant le Covid, hein, ça a déclenché Vigipirate, les policiers sont arrivés, les gendarmes, ils ont fait exploser la valise, enfin bon, c'est bon. Voilà. Donc non, ne venez ni avec un ordinateur, ni avec une grosse valise. Par contre, on peut peut-être venir avec un petit sac à dos. Is it okay? Like a small bag? Backpack? No? No. No? No? Bon, évitez. Voilà, donc comme ça, vous n'avez pas de problème. Par contre, effectivement, comme l'a dit Suzanne, on peut venir avec un smartphone, mais il vous sera, entre guillemets, confisqué à l'entrée. Donc, quand vous serez dans le consulat, vous n'aurez pas votre téléphone. Hein, donc ça, vous ne pourrez pas communiquer avec une personne qui est à l'extérieur. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que... Bon, bah donc là, je pense qu'on peut préciser qu'à partir de maintenant, la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'attendre de recevoir votre DS 2019 ou votre I-20 en fonction du visa qui vous sera proposé. Et une fois que vous le recevez, bah, dans les meilleurs délais, vous connectez sur la plateforme de l'ambassade et de prendre votre rendez-vous et de commencer toutes les démarches qui vont avec le visa. Pour les étudiants ISEP, par expérience, par exemple, je sais que ISEP nous communique à l'avance les numéros de sévice avant de recevoir le papier physique, parce que le document signé original est obligatoire pour le jour du rendez-vous à l'ambassade à Paris. Par contre, si on peut vous envoyer le numéro de sévice par mail au préalable, vous pouvez prendre le rendez-vous. Ça permet de gagner un petit peu de temps sur la démarche. Par contre, de toute façon, vous ne pourrez pas vous rendre à votre rendez-vous si vous n'avez pas le document original dans la main. Juste un petit rappel par rapport à tous ces formulaires, ces noms de formulaires, parce que souvent, comme ça commence par DS, machin, on confond un peu tout le monde. Donc là, il y a une personne qui dit DS 160, nous le recevons par courrier. Non, je pense que vous parlez du DS 2019. En fait, donc le DS 160, c'est un formulaire que vous remplissez en ligne. Donc c'est pas un document que vous recevez par courrier, mais vous y avez accès, tout le monde y a accès en ligne. Il faut créer un dossier et il faut voilà, c'est des questions, c'est la demande de visa en fait. Hein, et à la fin, une fois que vous avez validé cette demande de visa, il faut télécharger une photo, etc. Vous avez un document que vous pouvez imprimer avec un code barre. Is there still this barcode? Okay. Donc, que vous arrivez à l'ambassade avec ce document pour prouver que vous avez bien rempli le DS 160. Donc ça, c'est le formulaire de demande de visa que tous les demandeurs de visa, quels qu'ils soient, doivent remplir en ligne. Ensuite, il y a le DS 2019, et ça, c'est pas vous qui le remplissez,
vous le recevez par courrier toujours? Oui. Mm. Alors, Pas de possibilité de l'avoir en format électronique, Non. right? Non. Je pense que pour le I-20, is it possible for I-20 to have an electronic version? Like, I heard that it was kind of possible during the COVID crisis. For the original, though. Yeah, you prefer the original. Donc, il faut avoir l'original qui est en fait créé par soit l'université d'accueil, soit c'est ISEP. C'est ISEP qui le crée. C'est ISEP qui le fournit, mais il est délivré par l'université d'accueil à la base. Ok, très bien. Donc voilà. Et pour ceux qui vont avoir un visa F1, mais je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup d'entre vous, vous aurez à la place le formulaire I-20, I-20, toujours délivré par l'université d'accueil. Ok. Susan, feel free if you think you must leave, just if there is no other. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Suzanne? You're welcome to stay as long as you can. Questions about vaccination, that is not necessary. Yeah. So maybe we can answer the other questions now. Donc le vaccin pour l'instant au niveau fédéral c'est pas requis. Is that right? I don't think the government, the US government will require a vaccination. Seulement le test COVID it can be the antigen or the PCR, le test nasal, nasopharyngé. Donc là, c'est comme pour rentrer en France, en fait, il faut un test résultat négatif qui date de moins de 72 heures avant de prendre l'avion. Hein. Donc, c'est pas 72 heures avant de commencer votre programme, c'est avant de voyager. Mais Céline, peut-être que les compagnies aériennes vont demander un vaccin, non? S'il y a le fameux Green Pass. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Oui, c'est en cours, mais je pense qu'il est aussi prudent de dire que effectivement, au niveau fédéral américain, il n'y aura peut-être pas de prérequis ou d'obligations. Par contre, il est très possible qu'au niveau des États ou même des universités, je sais que c'est déjà le cas au Canada, par exemple, on a déjà des universités canadiennes qui nous ont informé que le vaccin serait obligatoire pour que les étudiants puissent revenir sur les campus. Donc, en fait, mais tout ça, en fait, ça devrait être géré un petit peu, je dirais, au fil du temps avec vos universités d'accueil, de bien penser à prendre contact avec vos coordinateurs ou référents là-bas et demander au fur et à mesure que l'été avance et que l'heure de départ avance, quelles sont les obligations que vous pouvez avoir. Je sais qu'au niveau de la COMU, de la CPU, qui sont la réunion des universités françaises, il a été accepté du principe de demander au ministère que dans les établissements, dans les universités, les étudiants qui ont un projet de mobilité puissent être vaccinés en priorité dans nos universités, hein, quand on pourra le faire. Donc, de façon à pouvoir justement pallier à des éventuels passeports vaccination obligatoires, soit dans les compagnies aériennes, comme l'a dit Rosaline, soit dans les universités qui vont vous accueillir. Mais aujourd'hui, de toute façon, on est encore trop loin de la date de août-septembre pour avoir des certitudes et vous répondre avec exactitude. Et surtout qu'aux États-Unis, voilà, c'est un gouvernement fédéral et chaque État peut imposer ses propres restrictions. Vous pouvez avoir des États qui sont fermés avec des quarantaines où tout le monde est en isolement, puis à côté, l'État d'à côté, tout le monde est à la plage avec les terrasses ouvertes. C'est le cas en ce moment d'ailleurs. Donc, il faut vraiment pas prendre de regarder de manière un peu générale pour les États-Unis, mais bien vous rapprocher de votre université d'accueil et voir avec eux quelles sont les conditions pour votre arrivée. Alors, il y a beaucoup de questions par rapport au logement pendant la quarantaine. Ça, à mon avis, ça va dépendre aussi de l'institution d'accueil. Il y a peut-être des institutions d'accueil qui auront prévu des logements spécifiques pour la quarantaine, d'autres qui vont vous demander par contre de réserver une chambre d'hôtel ou un logement temporaire pendant votre quarantaine. Donc ça, c'est à voir encore une fois avec votre coordinateur international directement au niveau du campus d'accueil américain.
Je ne sais pas, Rosaline, mais je sais que moi, les étudiants de Caen qui sont partis récemment aux États-Unis, bon, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns. La quarantaine était effectuée dans leur logement. Enfin, tout était prévu par l'université. Ils n'ont pas eu à payer un hôtel en plus. Ils ont été pris en charge par l'université d'accueil et soit mis dans des hôtels, mais qui étaient payés, soit amenés dans des dorms qui étaient prévus pour les quarantaines des étudiants internationaux arrivant. Mais voilà, c'est vraiment à voir au cas par cas et pas de généralité là-dessus. Alors, il y a une question par rapport à est-ce légal de nous obliger à nous vacciner? Sachez que même avant le Covid, de toute façon, il y a beaucoup de campus qui vous obligent à vous vacciner pour d'autres types de vaccins. Moi, je sais que quand je suis partie il y a 22 ans, j'ai dû faire le vaccin de l'hépatite B et j'avais pas le choix, sinon mon campus m'acceptait pas. Donc voilà. Pierre, peut-être, est-ce qu'on t'a obligé à faire certains vaccins? Bon, de toute façon, la plupart des vaccins que nous, on est obligé de faire en France sont les mêmes que pour les États-Unis, mais il peut y avoir des vaccins supplémentaires. On peut Et aussi. voilà, non, c'était globalement les mêmes, hein. Mm. Il n'y avait pas de particularité en plus. Mais je suppose que si si le vaccin du Covid est requis, vous pouvez pas dire c'est illégal de nous obliger. Vous pouvez simplement dire je ne veux pas faire le vaccin et du coup l'université peut très bien dire à ce moment-là vous venez pas chez nous. Il y a aussi, il faut bien comprendre que aux États-Unis, les universités, les étudiants vivent sur des campus, ils vivent dans une communauté où ils sont tous ensemble. C'est un peu différent d'en France où la plupart des étudiants, même s'il y en a qui vivent quand même dans des résidences universitaires, mais beaucoup d'étudiants en France vivent encore avec leur famille ou ont des logements indépendants. Aux États-Unis, les étudiants vivent ensemble. Ils sont 2, 3 dans les dortoirs. Ils partagent la salle de bain, les sanitaires, etc. Donc, les universités sont responsables de la santé de leurs étudiants. Donc, quand ils vous demandent de respecter certaines restrictions sanitaires, il faut le faire. Voilà. Il ne faut pas oublier que, par exemple, en ce moment, vu de l'étranger, la France est un pays zone rouge. Donc, toute personne arrivant de France est quelqu'un d'extrêmement contaminant. Donc, voilà. Les réglementations américaines, en fait, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent et ça ne peut pas être illégal pour nous puisque, de toute façon, ce sont des décisions d'un autre gouvernement. Donc, voilà. Donc, faut faire avec ou faire autrement. Malheureusement, on en est là. Une autre question encore sur le vaccin, puis après on va passer à d'autres questions. Est-ce qu'il est gratuit aux États-Unis? Alors là, ça va encore dépendre de l'État et de votre université d'accueil. Il faut bien comprendre le système fédéral américain. En France, on est très centralisé. Tout est décidé par le gouvernement au niveau vraiment. Aux États-Unis, dans chaque État, il peut y avoir des décisions complètement différentes et dans un État, les universités peuvent être aussi autonomes et choisir leur façon de fonctionner. Donc, Et Céline, la duration de quarantaine, c'est différent pour chaque État. Oui, ça répond à une question que j'ai vue dans le. Oui. Il n'y a pas de durée nationale, ça peut varier d'un État à l'autre. Une question qui n'a rien à voir avec le Covid-19, oui. Est-il possible de conduire aux États-Unis en tant que jeune conducteur? Pierre, est-ce que vous avez pu conduire aux États-Unis ou pas? Non. Pas mon permis de conduire, donc je pourrais pas répondre à cette question. Malheureusement. Le permis français est reconnu dans la plupart des États américains. Par contre, certains États, notamment je pense à la Floride, imposent d'avoir en plus le permis international. Oui. Donc, le permis international, c'est juste un bout de papier qu'on peut demander à la préfecture et qui est gratuit. Ouais. Les restrictions que je peux connaître par rapport à la conduite aux États-Unis, pour les jeunes conducteurs notamment, c'est plus dans le cadre d'une location de voiture. Là, en général, ça va être plus compliqué si vous n'avez pas un certain âge, parce qu'ils cumulent les deux. Hein, c'est de type,
21 ou 25 ans et une carte bleue internationale. Si vous n'avez pas les deux, vous ne pouvez pas louer la voiture. Mais bon, normalement, avec un permis de conduire reconnu français, si vous avez quelqu'un qui vous laisse conduire sa voiture et qu'il est assuré, voilà. Mhm. Alors, autre chose, c'est qu'on peut très bien passer si on passe 1 an aux États-Unis, on peut très bien passer son permis sur place. C'est très facile, c'est pas cher du tout. Quelquefois, ça coûte même pas $50. Il n'y a pas forcément, si vous avez déjà votre permis en France, il n'y a pas forcément besoin, il n'y a pas d'obligation de prendre un certain nombre d'heures de cours. Ça peut dépendre des États, par contre, hein, encore une fois. Sachez qu'il y a aussi un permis par État, mais le permis de Californie peut vous permettre de conduire dans l'Ohio, hein, il n'y a pas de problème. Mais il peut y avoir un code de la route différent d'un État à l'autre. Donc, il faut faire attention si vous voulez faire un road trip de New York en Californie, il faut bien comprendre les différences du code de la route entre les États qui sont dans votre parcours. Donc, bon, après, il y a très, très peu de différences, mais quand même. Donc, vous pouvez passer votre permis aux États-Unis et ça vous fait même la possibilité d'avoir une sorte de carte d'identité. Ça vous évite de vous balader avec votre passeport tout le temps, parce que de toute façon, votre ID, ils vont vous la demander plein de fois. Donc, par exemple, quand vous rentrez dans un bar, vous savez qu'aux États-Unis, il est interdit de boire avant d'avoir 21 ans. Donc ils veulent avoir la carte qui prouve que vous avez plus de 21 ans. Et donc le permis de conduire vous sert de ID pour ça et pour d'autres choses aussi. Je crois qu'il y a une précision quand même à apporter, parce que c'est une erreur qu'il faut éviter de faire. Il est possible en fait d'obtenir le permis américain quasiment directement comme ça, en échange du permis français. Mais en fait, ça implique une annulation de votre permis français. Et Oui. sachant que quand vous rentrerez en France, l'inverse n'est pas possible. C'est-à-dire que les 1500 ou 2000 euros que vous aura coûté votre permis français, ben voilà, c'est perdu. Donc, Oui. pensez plutôt à dépenser $50 et puis passer le permis américain comme un Américain. Mais voilà, évitez d'échanger votre permis français contre le permis américain. Parce que c'est irréversible. Vous avez des infos pratiques par rapport à ça sur le site de chaque consulat français. Il y a plein d'informations pratiques en français qui vous dit comment on fait pour passer le permis dans votre région, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder les différents sites des consulats. Et vous trouvez ça sur le site de l'ambassade de France aux États-Unis. Y a-t-il des questions? Alors, je peux faire un petit point sur tout ce qui est assurance santé, parce que je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Je vais partager mon Est-ce que je peux glisser un Oui. petit mot juste avant que tu commences là-dessus, justement, Céline? Oui. Juste pour dire que pour les étudiants qui partent avec le programme ISEP, de toute façon, il y a une assurance ISEP obligatoire. Cette assurance, en fait, on ne peut pas y déroger et elle est spécifiquement adaptée aux États-Unis et aux autres pays pour ceux qui partent ailleurs, mais aujourd'hui, c'est les États-Unis. Donc, en fait, si vous partez avec le programme ISEP, de toute façon, vous aurez l'obligation de prendre leur assurance et elle est prévue à cet effet. Elle vous couvrira pour à peu près tout ce que vous pouvez imaginer là-bas. Donc, pas besoin de prendre une assurance complémentaire. Voilà, c'est prévu dans le cadre du programme. Pour les étudiants qui ne sont pas en programme ISEP, là, par contre, se pose la question de prendre une complémentaire ou de voir avec l'université qui vous accueille si elle n'impose pas une assurance également. Je te laisse la parole, Céline. Oui. Alors, donc, d'un point de vue général, aux États-Unis, il n'y a pas de système public obligatoire, même si vous avez peut-être entendu parler du système Obamacare. Tous les Américains ont des assurances santé privées, qui sont souvent payées par leur employeur d'ailleurs. Si vous n'avez pas d'assurance, on peut vous refuser l'accès aux soins si vous êtes, par exemple, transporté aux urgences. La première chose qu'ils vous demandent, c'est soit votre carte d'assuré, soit votre carte de crédit. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, on peut vous demander de partir. Alors, sauf évidemment si vous êtes en train de mourir, hein, donc
quand même. On va pas vous laisser voilà, en état de danger. Donc, il faut absolument, ceux qui n'ont pas l'assurance ISEP, par exemple, que vous trouviez une assurance complémentaire ou alors vous renseigner auprès de votre université d'accueil sur l'assurance. À mon avis, toutes les universités d'accueil maintenant aux États-Unis ont leur propre assurance santé et quelquefois l'imposent à leurs étudiants internationaux. Donc, j'ai mis une petite note Covid-19, mais là, on a parlé beaucoup de tout ce qui est vaccination, etc. Sachez qu'au niveau des tests, ça peut dépendre. Si vous devez faire des tests, souvent sur votre campus, il y a la possibilité de faire des tests gratuitement, mais ça, encore une fois, ça dépend du campus. Si vous le faites en dehors du campus, quelquefois, ça peut coûter assez cher et il n'est pas garanti que votre assurance, qu'elle soit américaine ou française, vous rembourse les frais. Bon, là, par exemple, j'ai une étudiante là qui me dit que ça coûte dans les $200 pour faire un test en dehors de son campus. Donc, faites attention à ça. Essayez d'abord d'aller à l'infirmerie, par exemple, de votre campus pour savoir comment ça marche. Donc, les tarifs de santé, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, sont très, très élevés. Rien à voir avec le système en France. Il n'y a pas de tarifs conventionnés. Tout dépend du médecin, de votre assurance. Donc, il faut vraiment que vous ayez un plan d'assurance pour vraiment être bien couvert. La Sécu et votre mutuelle française, elle vous rembourse, mais uniquement sur les tarifs conventionnés de la Sécu. Donc, autrement dit, à rien du tout. Un petit peu de vocabulaire pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle. Quand on vous parle de Social Security Number, ça n'a rien à voir avec votre numéro de sécurité sociale. Donc, essayez pas de caser votre numéro de sécu, ça marchera pas. Donc, le Social Security Number, c'est un numéro que tous les Américains ont normalement et qui est requis pour un international s'il doit travailler. Donc, si vous êtes, par exemple, teaching assistant, je crois que Pierre, vous avez dû avoir un Social Security Number, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et qui vous êtes passé par qui pour l'obtenir? En fait, le Bureau des relations internationales de l'université d'accueil nous le fournissait à notre arrivée à l'université. Très bien, merci. Alors, autre vocabulaire à connaître, vraiment, c'est tout ce qui est PPO, Preferred Providers ou PPN. Certaines assurances, surtout les assurances américaines, ne vous remboursent pas ou remboursent moins si vous ne passez pas par leur réseau de médecins, de spécialistes et de cliniques. Donc, regardez bien quand même où vous pouvez vous faire soigner pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Tout ce qui s'appelle pre-existing conditions. Alors, normalement, maintenant, dans les assurances américaines, justement, avec Obamacare, je pense qu'ils sont obligés de couvrir les maladies contractées avant votre séjour aux États-Unis. Par contre, les assurances maladies françaises ou européennes ne vont pas forcément couvrir ce type de maladie. Donc, si vous avez déjà une maladie chronique et que vous avez besoin de dépenser un petit budget pour vos médicaments, etc., essayez soit de trouver une assurance en France qui va vous rembourser, ou renseignez-vous auprès de l'assurance américaine pour voir si c'est remboursé, ou alors peut-être faites-vous envoyer vos médicaments par la poste, par exemple. Alors je pense que pour ceux qui ont l'assurance ISEP, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir une assurance complémentaire. Je sais pas ce que vous en pensez, Cédric et Rose. Ça suffit largement, à mon avis. Mais ceux qui partent pas avec ISEP, peut-être que c'est peut-être intéressant d'avoir une assurance en plus. Donc, qui rembourse vos frais médicaux, hospitalisation, sans avance de frais, sur la base des frais réels et pas sur la base des tarifs de convention de la Sécu, et puis avec un plafond minimum de 500 000 €. Il faudrait aussi une assistance rapatriement médicale, etc. Peut-être aussi une assistance juridique et une responsabilité civile. Donc les tarifs sont variables. Si vous prenez une assurance française ou européenne, ça tourne autour de 400-500 € l'année. Mais il faut vraiment vous renseigner sur est-ce qu'il faut avancer les frais
Est-ce qu'il y a une franchise, c'est-à-dire une partie de l'argent qui ne vous sera pas remboursée? Est-ce qu'il y a une plateforme aux États-Unis? C'est quand même mieux qu'il y ait une représentation de l'assurance aux États-Unis, parce que quelquefois les centres de santé ne souhaitent pas traiter ou ne veulent pas communiquer avec des plateformes qui sont à l'étranger. Et comme les mutuelles en France, il y a beaucoup de frais qui ne sont pas couverts par la plupart des assurances, comme les frais dentaires, optiques, prothèses, sauf si c'est dans le cas d'un accident, par exemple. Tout ce qui est pre-existing et les soins préventifs aussi. Nous, on fait beaucoup de prévention en France, et c'est remboursé à chaque fois, mais aux États-Unis, pas forcément. Si vous décidez de faire une pratique de sport à haut niveau, pratique dangereuse, là, il faut pas compter sur un remboursement si vous avez un accident. Et évidemment, tout ce qui est pratique médicale non reconnue ou utilisation de drogue illicite. Ensuite, à savoir, au niveau des assurances des universités américaines, donc il y a de plus en plus d'universités américaines qui vont vous imposer leur assurance santé. Ça va être de toute façon inclus dans les frais de scolarité. Alors, elles sont beaucoup plus chères que les assurances françaises ou européennes, mais quelquefois peut-être un petit peu plus avantageuses, notamment par rapport à ces pre-existing conditions. Quelques universités vous permettent d'obtenir ce qu'on appelle un waiver, donc une exemption, donc la possibilité en fait de ne pas payer l'assurance américaine, mais à condition de prouver que vous avez une assurance qui a la même couverture, qui a le même niveau de couverture. Donc ça, de toute façon, c'est votre université et le coordinateur international qui va vous expliquer tout ça. Quelquefois, c'est bien caché sur le site internet parce que les universités préfèrent vraiment que vous preniez leur propre assurance. Bon, des conseils avant de partir, donc ça, c'est des choses un petit peu évidentes. Faites un check-up chez le médecin, chez le dentiste, chez l'ophtalmo, pour essayer de vous débarrasser de tout ce qui peut être traité avant de partir. Carnet de vaccination. Ne négligez pas le choix de l'assurance santé. Peut-être contacter votre sécu pour en savoir plus. Alors là, vous partez dans le cadre d'un échange, donc je pense que vos droits sont maintenus, donc il n'y a pas de problème. Surtout, n'allez pas aux urgences pour rien. Mais d'un autre côté, ne restez pas sans rien faire. Si vous avez un problème de santé, vous avez toujours un health center dans votre université d'accueil aux États-Unis. Est-ce que vous avez quelque chose à partager avec nous par rapport à ça, Pierre? Ou peut-être que vous avez health centers pour la santé en général ou général. Je dirais aussi, alors j'allais dire effectivement, aller chez le médecin avant de partir pour voir s'il y a besoin, faire un petit check-up, ça fait toujours du bien, et amener son carnet de santé avec soi, puisque c'est ce qui permet notamment d'avoir tout ce qui est allergie, tracer les vaccins, etc. Aussi, bien faire attention aux modalités pour les remboursements pour votre couverture santé, puisque je sais que celle que j'avais souscrite personnellement, il fallait, lorsqu'on consultait le médecin sur place, avoir un papier imprimé que le médecin américain devait signer et tamponner lui-même. Donc, assurez-vous d'avoir les papiers nécessaires lorsque vous êtes chez le médecin. Si c'est dans une urgence, gardez-le peut-être dans votre portefeuille, comme ça vous l'aurez toujours sur vous. Ouais. Et en fait, c'est bon de préciser qu'une consultation chez un généraliste, ça peut aller jusqu'à 120, 140, 150 $ juste pour aller voir le médecin. Donc, même sur les campus, parce que c'est pas parce qu'il y a un health center sur le campus que c'est gratuit. Et voilà. Donc, c'est des choses à garder à l'esprit un petit peu. Pour vous expliquer souvent comment ça fonctionne, quand vous avez rendez-vous chez le médecin, souvent, ils vous disent c'est quoi votre assurance? Et du coup, ils regardent combien vous allez être remboursé et en fait, ils adaptent le tarif par rapport à votre remboursement. C'est un peu comme quand vous allez chez l'opticien, en fait. Pour toucher le maximum. Et donc, du coup, voilà, si vous êtes bien assuré, quelquefois vous pouvez vous en sortir pour 25 $ ou 50 $. Mais si vous n'êtes pas bien assuré, si vous avez ou si vous n'avez pas d'assurance, mais ça c'est pas possible, là vous allez payer 100, 150 $. Et les examens médicaux aussi sont très chers. Donc faites attention. Une petite radio en France, c'est couvert par la Sécu.
Là-bas, ça peut coûter plusieurs centaines de dollars. Donc voilà. Mais surtout, le réflexe à ne pas avoir, c'est d'aller aux urgences au Comme chez moindre nous. problème. Alors je pense qu'en ce moment, on a pris l'habitude de ne pas aller aux urgences à cause du Covid, mais c'est vrai que dans la culture française, voilà, avant, on allait souvent aux urgences pour un petit bobo. Aux États-Unis, non, n'allez pas aux urgences pour un petit bobo. Allez-y vraiment quand c'est nécessaire. D'abord, prenez conseil auprès de votre health center. Il y a souvent des infirmiers, des infirmières qui sont là pour vous dire qu'est-ce qu'il y a de lieu de faire. Est-ce que c'est urgent ou est-ce que bon, ça peut passer naturellement. Ouais, et pour l'assurance ISEP, tu parlais tout à l'heure, tu sais, notamment des franchises. Il y a une petite franchise, je sais de mémoire, sur l'assurance ISEP, mais c'est une franchise, c'est une one-shot. Hein, elle est retirée une fois, et après, à chaque fois que vous y allez, vous êtes remboursé pour la totalité des frais. Je ne sais plus de combien elle est, peut-être une cinquantaine de dollars que vous perdez sur le premier acte médical, mais après, ça suit son cours sans franchise. Et je voulais juste ajouter quelque chose. On parlait des médicaments sur les ordonnances à emmener pour les personnes qui suivent un traitement de longue durée avec des médicaments spécifiques. Pensez surtout à vous faire faire une attestation, pas une ordonnance spécifique par votre médecin sur lequel il va inscrire clairement le nom éventuellement de la molécule avec Ouais. son dosage, parce que d'un pays à l'autre, pardon, les noms des médicaments peuvent changer. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir surtout le nom de la molécule, en fait, le dosage précis. Et ça peut vous aider si vous tombez à court, si vous devez vous ravitailler une fois là-bas. Ça vous évitera des allers-retours avec votre médecin par téléphone, par visio, pour essayer d'avoir des papiers. Je Ouais, pense, par exemple, le Doliprane, ça n'existe pas aux États-Unis. voilà. Si vous dites I want a Doliprane, non. Il y a une question par rapport à l'assurance. Il y a 2 questions par rapport à l'assurance maladie ISEP. Est-ce qu'on peut élargir les dates si elle ne couvre pas la quarantaine? Normalement, c'est prévu, hein, c'est prévu par ISEP. Ça va couvrir les dates du programme. Donc, en fait, c'est vraiment à voir avec votre université et votre moment de départ, mais il y a des possibilités de l'élargir de manière payante, notamment pour les étudiants des fois qui veulent rester un peu plus tard, parce que comme c'est ce qu'on appelle un bénéfice ISEP, l'assurance couvre seulement la période d'études. Donc après, les gens qui restent un mois de plus, etc., soit vous êtes couvert par une assurance française, soit vous demandez une extension. Et dans ce cas-là, il suffit de demander à ISEP combien ça coûte pour un mois de plus, soit avant, soit après d'ailleurs. On fonctionne un peu pareil en France pour les étudiants internationaux qui arrivent. On leur prend des fois des mutuelles complémentaires sur les périodes qui n'étaient pas couvertes avant par la CPM à l'arrivée. Pour la carte d'assuré, oui, en fait, vous aurez un papier qui sera sur votre espace ISEP que vous pourrez imprimer avec la liste des couvertures, les numéros à appeler sur place en cas de déclaration à faire, etc. Normalement, tout est bien indiqué et je pense qu'il en est de même pour les autres assurances que vous pourriez souscrire, soit en France, soit dans une université qui vous l'impose. Je vois qu'il y a une question, est-ce qu'on peut voyager avec des médicaments? Je pense que oui, si vous Oui. avez l'ordonnance avec Alors, vous. ouais. Surtout pour les liquides, en fait. Je pense que normalement, à la douane, enfin l'immigration, on ne vous embêtera pas avec des médicaments de type cachet. Par contre, si vous devez transporter des médicaments de type injection, liquide, etc., si vous n'avez pas l'ordonnance avec, ça reste à l'aéroport. Ah oui. Mais ça, c'est le problème des liquides, hein, ce n'est pas les médicaments, c'est pas de liquide dans les avions. En cas de simple rhume ou autre, le système sans ordonnance existe-t-il? Oui, bien sûr. Vous avez des énormes pharmacies. Il y a plein de chaînes. Je ne ferai pas de publicité, mais vous verrez, ça dépend un petit peu de la région. Où vous avez voilà, c'est un supermarché de médicaments. Vous pouvez acheter plein de trucs. Vous avez aussi un comptoir. Vous pouvez demander conseil, bien évidemment, à un pharmacien. Ouais. Et ce qui était assez étrange, c'est que dans ce genre de supermarché, vous ne trouvez pas que des médicaments. Vous allez aussi trouver d'autres articles comme des collants, des téléphones, même des fois, des téléphones
prépayés, même de la nourriture, mais pas du frais par contre, des Voilà. chips, voilà. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de médicaments qui, chez nous, sont en vente derrière le comptoir, qui sont en vente libre aux États-Unis, notamment sur des produits de type aspirine à l'époque, etc. Mais il y a beaucoup de choses qu'on trouve en libre service aux États-Unis et pour lesquelles il faut une ordonnance en France. Mais pour un simple rhume, vous trouverez largement de quoi. Je pense qu'il y en aura même de trop dans les rayons pour arriver à choisir. Donc, je pense que l'idée aussi là-bas, c'est de rencontrer des gens, de se faire des potes et puis de voir aussi avec les Américains ce qu'ils conseillent. Et voilà, pour, on va dire, des petits rhumes de base ou un petit mal de tête. Alors, si notre université propose une assurance obligatoire, nous devons aussi prendre une assurance en plus. Alors, ça va dépendre de l'assurance de l'université d'accueil. Chaque université a son propre contrat, donc il faut bien étudier le contrat. Si vous êtes un étudiant ou une étudiante qui est plutôt en bonne santé, je pense généralement que l'assurance de l'université américaine va sans doute suffire. Par contre, si vous avez, là j'ai un jeune homme qui m'a écrit qui a une maladie chronique, là, à ce moment-là, il faut peut-être essayer de trouver une assurance complémentaire ou alors contacter l'assurance américaine pour savoir si vraiment tout va être couvert dans votre cas. Et Mélanie, Rose, je ne sais pas de votre côté, mais par exemple, si je prends l'exemple de Caen, pour les étudiants en mobilité sortante, on exige une preuve d'assurance, au moins pour le rapatriement et médical de base. Par contre, quand les étudiants ont une assurance qui est imposée par la fac ou par le programme ISEP, par exemple, on ne leur demande pas d'ajouter une complémentaire française. En fait, c'est l'assurance imposée par les États-Unis. Ça nous suffit pour autoriser la mobilité. Alors, je ne sais pas pour vous, mais voilà, nous, on part de ce principe-là. Ce qu'on veut, c'est que les étudiants soient couverts. Après, s'ils sont couverts aux États-Unis ou en France, du moment que ça suffit, ça n'a pas trop d'importance. Tout à fait. Le rapatriement, c'est obligatoire aussi. Mm. Oui. Et le rapatriement, de toute façon, des fois, maintenant, il est même compris avec les billets d'avion, entre la clause Covid, la clause rapatriement, etc. Je pense qu'on a plus d'assurance qu'on en avait avant. Alors, il y a une question par rapport au travail aux États-Unis et le compte bancaire. Alors, ça, peut-être que Pierre peut répondre parce que vous avez été payé, vous, en tant que TA. Donc, comment ça se passe? Alors, encore une fois, ça va dépendre vraiment. Moi, je suis parti dans un accord bilatéral, donc j'étais payé par l'université. Par contre, mon employeur ne versait pas l'argent sur mon compte français. Donc, j'ai dû ouvrir un compte aux États-Unis, un compte bancaire américain. Là non plus, je ne vais pas faire de pub pour la banque, mais sachez en tout cas qu'en tant qu'étudiant, vous pouvez avoir accès à des comptes gratuits, sans ouverture, sans frais, et ça pose absolument pas de souci. Oui, c'est très facile d'ouvrir un compte en banque aux États-Unis, c'est comme pour le permis de conduire. Donc, par contre, évitez d'aller dans des petites banques locales. Moi, par exemple, quand j'étais assistante de français, le bureau des étudiants internationaux m'avait dit d'ouvrir un compte à la Portland Teacher Union Bank, qui est une toute petite banque à Portland. Et bon, c'est très bien pour mon salaire, mais le problème, c'est que dès que je sortais de Portland, je pouvais plus retirer d'argent. Donc, bon, préférez des grosses banques. Alors, encore une fois, je peux pas faire de publicité, mais de toute façon, je pense que vous aurez ces informations-là par votre coordinateur international. Donc voilà, préférez des banques qui sont nationales et voilà. Donc après, si vous avez une carte Visa internationale française, ça peut être aussi utilisé un peu partout. Attention Il y a par des contre banques aux frais. françaises aussi qui ont des accords avec des banques américaines. Attention aux frais sur les cartes bancaires quand vous retirez ou payez sur place. Ce sont en général, c'est un pourcentage de la somme. Donc ça peut paraître infime, mais au final, plus vous dépensez, plus le montant de la commission est important. Et quand vous retirez sur les distributeurs, parce qu'aux États-Unis, vous avez un distributeur tous les 2 mètres, il y en a dans chaque magasin, dans chaque couloir, dans chaque épicerie. En général, vous avez les commissions bancaires et ils ajoutent à ça 2 à 3 dollars de frais de retrait, ça qui sont pris par la banque qui possède le distributeur. Donc,
peut-être préférer un moyen de paiement local ou faire des achats à la rigueur. Moi, c'est un conseil. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps maintenant. Au début, j'avais peur des commissions. Je me dis, c'est énorme. Et je ne vais pas aller payer un café à Starbucks à dollars avec ma carte bancaire. Mais en fait, comme c'est un pourcentage de la somme achetée, finalement, les frais de service pour un paiement à 1,50 $, en fait, c'est ridicule. Par contre, si je vais retirer 10 $ à la machine à côté pour le payer en liquide, eh ben, en fait, ça va me coûter 13 à 14 $ pour avoir retiré mes 10 $. Donc, vaut mieux des fois payer 1,50 $ chez Starbucks pour avoir un café. Il ne faut pas que je fasse de pub pour Starbucks, mais voilà. Donc, voilà, c'est encore des choses à prendre sur place. Et si vous retirez de l'argent, dans ce cas-là, retirez une somme importante d'un coup. Ouais. Comme ça vous permet d'optimiser les frais du distributeur. Et Il y a un truc aussi qui est rigolo, c'est cashback. C'est comme ça que ça se dit. Quand vous allez au supermarché ou même, je crois, dans les coffee shops comme Starbucks, vous pouvez demander du cash en même temps que d'acheter vos courses. Donc, on peut vous demander, c'est quoi la question qui demande Would you like some cashback? C'est ça. Et en fait, la première fois qu'on m'a demandé ça, je fais mais qu'est-ce qu'elle me demande? Je ne comprends pas. Et en fait, il y a la possibilité de retirer des sous, d'avoir du cash en fait, de l'espèce, en plus de payer, de retirer les sous de vos courses. Donc, par exemple, si vos courses coûtent 13 $ et que vous demandez 10 $ en cashback, la caissière va vous donner 10 $ en espèces et va retirer 23 $ de votre carte, de débit. Et en fait, il y aura, par contre, dans ce cas-là, il y aura pas de frais, comme pour retirer de l'argent. Donc, il n'y aura pas les 3-4 $ de frais bancaires. Donc ça peut être intéressant aussi d'envisager cela. Il y a une question. Alors, il reste plus beaucoup de temps. Il nous reste à peu près 5 minutes. Est-ce que oui, il y a une question sur les téléphones. Pierre, est-ce que vous avez des conseils pour les abonnements téléphoniques? Comment vous avez fait, vous, quand vous étiez sur place? Alors, moi, j'ai gardé mon abonnement français parce que les abonnements américains sont hors de prix. Donc, ce que je vous conseille, c'est de regarder les services que votre opérateur propose. Moi, j'ai gardé mon abonnement français et j'avais le droit jusqu'à 100 gigas d'Internet, appels illimités et SMS illimités entre la France et les États-Unis, voire même 10 pays à l'international. Donc, c'était exactement comme mon forfait français. Ça ne valait pas le coup j'ai économisé vraiment énormément d'argent, 600, 700 $ si j'avais pris un abonnement américain. Donc, vérifiez bien auprès de votre opérateur Orange, Free, celui que vous avez actuellement, quels sont les services qu'ils proposent pour les États-Unis spécifiquement. Regardez bien les États-Unis, pas juste l'international, parce que ça dépend en Europe, aux États-Unis, ça change de temps en temps. Et encore une fois, on ne peut pas faire de pub pour des opérateurs, mais voilà, il suffit de vous renseigner. Il y en a qui sont bien ouverts avec le mot gratuit en anglais dedans. Exactement. Et je voulais juste rapidement revenir, parce que dans la question sur le travail tout à l'heure, je pense qu'il est important de préciser qu'en fait, avec le visa étudiant, vous ne pouvez pas travailler en dehors des campus. En fait, hein. Vous ne pouvez pas aller chercher un boulot dans un McDo à côté. Par contre, vous avez beaucoup d'opportunités souvent de travailler dans les universités qui vous accueillent. Voilà, donc c'est bon à savoir aussi que c'est important de le savoir. Alors, normalement, je pense qu'il faut d'abord demander l'autorisation de commencer à travailler. Parce que le visa de travail n'est pas le visa étudiant. Donc, voilà. Si c'est fait dans le cadre de l'université, c'est autre chose. C'est couvert par votre visa d'études, en fait, tout comme le academic training après. Par contre, si vous sortez de la sphère universitaire, là, vous tombez dans l'illégalité. Alors, faites attention même à prendre un petit boulot au black aux États-Unis, parce que si vous faites choper, c'est directement la porte et vous ne reviendrez plus jamais sur le territoire. Interdit. Interdit. C'est interdit partout, mais voilà. Céline, tu n'as pas parlé du plagiat qui est très important à prendre en compte pour les États-Unis. Ah oui, alors les choses interdites, le plagiat. Alors j'espère que vous savez tout ce que c'est que le plagiat, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est quand même pris de manière très très sérieuse. Donc peut-être que Pierre, vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que les universités vous disent par rapport à ça. Donc il ne faut pas évidemment utiliser
un texte ou une ressource particulière sans citer vos sources, mais ça va vraiment au-delà, en fait. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on vous a expliqué? Normalement, ils en parlent pendant l'orientation. Oui. Alors, du coup, voilà, c'est carrément dédié à l'orientation. Généralement, vous avez un PowerPoint qui vous explique comment citer les références. Bon, c'est très structuré et effectivement, tout est abordé pendant l'orientation. C'est également rappelé à chaque fois sur les sites des institutions. Et pour ce qui est des cours en particulier, les professeurs distribuent généralement des feuilles au début de chaque séminaire ou de chaque cours dans lesquels ils expliquent ce que vous risquez si jamais vous plagiez, mais aussi comment ne pas plagier, comment citer, comment faire des références. Tout est inscrit. S'il y a un doute, question de bonne foi, si vous avez un doute, tout le monde est là pour vous répondre là-bas. Voilà, toutes les informations sont dites sur les sites, en fait. Juste une petite question par rapport à la vie quotidienne sur le campus. Alors, y a-t-il forcément une cuisine commune? Peut-être dans la majorité des cas, oui, mais ça peut être une cuisine commune à toute une résidence universitaire. Donc voilà, mais de toute façon, il y a des cafettes. Certains d'entre vous auront sans doute un meal plan, donc c'est-à-dire une sorte de forfait repas où vous pourrez aller un nombre de fois ou avoir des points pour manger à la cafétéria de l'université. Ouais, Donc voilà. Je pense qu'il y a une question, notamment quelque chose que je conseille, une vigilance à avoir pour les étudiants qui partent notamment en ISEP ou sur des programmes d'échange dans lesquels la prestation d'hébergement est incluse, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas à la payer sur place. Faire attention à ce qui est inclus en fait gratuitement. Parce qu'on a des fois des étudiants qui, comme les départements de housing sont séparés un petit peu de la démarche de l'université, on les oriente sur un site sur lequel ils doivent s'inscrire, choisir une chambre, et là ils se retrouvent avec des choix de chambres, avec des prestations différentes, des appartements, des chambres seules, etc. Et ils peuvent être tentés de prendre quelque chose, un appartement avec chambre tout seul, mais en fait, ce qu'il faut se renseigner, c'est si la chambre seule est bien couverte par le programme ISEP dans le cadre des bénéfices. Parce qu'en général, ce sont plutôt des chambres en colocation qui sont compris dans la formule. Et qu'après, si l'étudiant décide de prendre autre chose, ça va être à vos frais. Et là, ça peut vite monter aussi en tarif sur les campus américains. Donc, ce qui est important, voilà, encore une fois, je pense que pour l'ensemble des démarches que vous allez avoir à faire à partir de maintenant, c'est de vous rapprocher de votre coordinateur ou référent dans votre université d'accueil, parce que c'est vraiment la personne qui pourra vous donner des indications très précises sur l'endroit où vous allez et sur ce que vous allez devoir y faire et remplir. Voilà. Nous, on peut vous donner des informations sur le départ, sur des choses assez générales, transversales. Mais en fait, à partir du moment où vous allez, en plus, on vous en a parlé tout à l'heure, hein, les règlements fédéraux, les règlements locaux, tout est tellement différent d'un État à l'autre, d'une fac à l'autre, les facs publiques, les facs privées, les four-year colleges, enfin, voilà, tout. Donc, chacun a ses propres règles, ses propres démarches. Donc, n'hésitez pas en fait à contacter votre coordinateur et à lui poser un maximum de questions. Ils sont là pour ça, comme nous, on le fait pour les étudiants qui entrent, qui viennent de l'étranger. Malheureusement, on va pas pouvoir rester très 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 longtemps. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que à tous ceux qui se sont inscrits, donc j'enverrai l'enregistrement de cette vidéoconférence et j'enverrai aussi 2 documents. Un document qui va résumer les démarches de visa, comment faire sa demande de visa pour le visa F et le visa J. Et j'enverrai aussi une information sur les assurances santé avec une liste éventuellement d'assurances complémentaires. Alors, je pense que pour ceux qui sont vraiment avec ICEP, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas besoin d'assurance complémentaire. Mais par contre, pour les autres, ça peut être éventuellement utile. Vous avez normalement mon adresse email pour me poser d'autres questions. Si c'est des questions vraiment en lien avec ICEP, je vais pas trop pouvoir répondre. Il vaut mieux à ce moment-là contacter votre référent dans votre université en France. Mais pour toutes les questions générales sur les visas, si je sais pas répondre aux questions, je demanderai à Suzanne. Donc il n'y a pas de problème. Et je vous souhaite à tous un très bon voyage. Et comme
l'a dit Suzanne, tout va très bien se passer. Vous allez pouvoir partir. Ne vous découragez pas. Je pense que la situation s'améliore de plus en plus et vous allez pouvoir avoir une super expérience aux États-Unis. Merci à tous et puis très très bon voyage. Merci. Merci Céline.